Madame, Monsieur, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce 4e numéro de LSA Direct, l'émission d'actualité du Soir d'Algérie. Nous recevons aujourd'hui un homme tombé très tôt dans le chaudron social, dans la couverture des soins et dans le monde du travail et de l'emploi. Dès les années 80, il a bu de cette potion pas toujours magique. Bienvenue au docteur, parce qu'il est aussi médecin. Bienvenue au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Ahmed Chouki Fouad Achir Youssef, bonjour. Bonjour. Sans plus tarder, cette première question. L'intervention de la sécurité sociale dans le remboursement en assurance maladie, notamment sur le volet médicaments, amortit considérablement les charges de santé supportées par les malades assurés sociaux. Alors, quelle est l'évolution de ces dépenses et surtout, quelle est votre marge de manœuvre? Très bien, écoutez, je vous remercie. Il est évident que le médicament, c'est le point focal en fait un peu du travail de la sécurité sociale, puisque nous avons mis en place le tiers payant. Et à ce titre, donc, le malade se présente chez le pharmacien, puisque nous avons des conventions avec tous les pharmaciens, qui sont à plus de 11 000. Et donc, automatiquement, il prend ses médicaments avec la carte Chifa sans avoir en fait, à faire l'avance des frais, si ce n'est le ticket modérateur s'il n'a pas de mutuelle sociale, et je les invite à avoir une mutuelle sociale, ou alors s'il y a une petite différence à payer par rapport au tarif de référence. Alors, à ce niveau-là, il faut dire que le médicament représente une charge très lourde pour la sécurité sociale, puisque pour l'assurance maladie, ça représente 87% des dépenses, ce qui est énorme. Alors, la deuxième problématique, c'est qu'en termes de médicaments, il y a toujours de nouveaux besoins, il y a toujours de nouveaux médicaments innovants. Et à ce titre, beaucoup de malades réclament les nouveaux médicaments innovants. C'est pour cela que nous avons modifié un peu certaines choses, nous sommes en train de les modifier, notamment l'approche du CRM, donc le comité de remboursement du médicament, qui doit avoir une approche plus réactive, plus itérative et surtout plus juste. Alors pour cela, nous devons nous baser non pas sur tous les médicaments qui viennent, parce que tous n'ont pas un service médical rendu réel, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de médicaments qui n'apportent pas beaucoup d'apports scientifiques. De confort. Voilà, pratiquement de confort. Et c'est là où nous sommes en train de faire un travail de fond pour, élaguer certains produits qui n'ont plus leur raison d'être. Nous avons certains antibiotiques qui donnent une résistance systématique, donc qui n'ont plus leur raison d'être. Et puis nous avons d'autres produits dits de confort aussi qui n'ont plus leur raison d'être. Pour cela, ça nous permettra donc d'un côté d'élaguer un certain nombre de produits et puis de mettre de vrais médicaments innovants. De donner leur part aux vrais médicaments qui interviennent dans les protocoles plus ou moins lourds. Alors pour cela, bien sûr, non seulement nous devons aller vers une démarche scientifique réelle, mais surtout vers de nouveaux procédés où nous mettons en place, donc il y a 2 nouveaux décrets qui sont prêts et qui vont mettre en avant 2 nouvelles formules. C'est donc un contrat de performance par rapport aux produits, parce que il est vrai que les laboratoires parlent beaucoup de leurs produits, mais il faudrait qu'ils soient réellement performants, donc un contrat de performance, auquel cas le laboratoire aura... Qui va évaluer la performance d'un médicament mis sur... Alors, c'est ce qui est mis justement dans le décret, avec bien sûr un apport scientifique, avec des expertises. Et puis le deuxième, c'est un contrat par rapport au volume. Nous avons certains, au départ, une niche de malades qui doivent répondre donc à ce produit-là. Maintenant, s'il y a un lobbying important et qu'il y a un plus grand nombre de malades, eh ben le laboratoire en question aura à payer la différence. C'est un peu grosso modo, je vous donne un peu les grandes lignes, mais bien sûr à l'intérieur, il y a d'autres ramifications. Quelle part des dépenses en gestion administrative, vraiment proprement administrative, par rapport aux dépenses en prestations, proprement dites? Alors la part de gestion reste très minime en fait, par rapport bien sûr à toutes les dépenses de prestations que nous donnons, et Dieu sait qu'elles sont importantes. Vous savez que au-delà du médicament, la sécurité sociale vous savez que la sécurité sociale algérienne, elle couvre pratiquement tous les risques donc, qui sont donc recommandés par l'OIT. Et nous nous plaçons parmi justement les pays qui couvrent tous les risques. Alors à cela, en plus du médicament, pour citer très rapidement, mais quand je prends le volet particulièrement de l'assurance maladie, il y a bien sûr tout ce qui est invalidité, il y a tout ce qui est maternité, il y a les conventions. Et là, j'aimerais toucher un mot là-dessus. Nous avons les conventions avec les cliniques privées et elles donnent un apport important. Nous allons y venir, justement y venir, mais juste avant, d'abord ce gros volet qui n'est pas l'exclusif de votre secteur ou de notre pays, celui de l'équilibre financier, de tout le système de sécurité sociale. Je dis assurance sociale et retraite. En fait, tous les segments de couverture, c'est un système qui est précaire. Je disais, pas simplement chez nous, tous les systèmes de sécurité sociale à travers le monde souffrent de cette précarité.
quand je dis précarité, je reste poli, hein, c'est carrément des fois le dénuement total. Quelles sont les mesures envisagées pour garantir ce qui est partout considéré comme le Saint Graal en sécurité sociale, en matière de couverture sociale, c'est-à-dire la pérennité? Le maître mot, c'est la pérennité. Je rappelle, petite parenthèse, je rappelle les cris de détresse lancés par des patrons de caisses, je pense notamment à la CNR, la Caisse nationale des retraites, qui disait « nous sommes au bord du gouffre ». Alors aujourd'hui, ce gouffre-là, on a réussi un peu à le quitter, on s'est mis un peu en retrait, on est toujours agrippé au bord ou alors on est en train de glisser encore. Oui. Alors, si je prends justement le cas de la retraite, effectivement, cette année, il y a un déficit de 680 milliards de dinars. 680 milliards de déficit à la CNR. À la CNR, donc pour cette année, et ce déficit va forcément en augmentant, vu la transition démographique, vu une évolution naturelle, je dirais. Pour cela, il va falloir trouver des ressources. Parmi les ressources, il y a bien sûr la lutte contre la fraude ou l'évasion parafiscale. Beaucoup de gens ne cotisent pas. Il y a des travailleurs qui vous disent je n'ai pas à cotiser, ou alors qui s'entend avec son patron pour lui dire ne cotise pas, donne-les-moi financièrement. Mais nous avons vu dans ce cas de figure la précarité. Vous savez, le Covid-19, c'est une pandémie qui effectivement, c'est un drame international, mais en tout cas ça a montré beaucoup de choses. Et notamment le fait que les gens qui n'aient pas de couverture sociale se sont retrouvés dans une plus grande précarité. Les gens qui sont dans l'informel sont dans une précarité. Et on entend les cris de détresse maintenant, des gens qui sont dans l'informel. Donc là, je leur demande effectivement de faire en sorte qu'ils aient au moins cette couverture sociale, cette couverture de sécurité sociale. Alors pour cela, nous sommes en train justement d'élargir la base cotisante. Il faudrait que le nombre de cotisants soit plus important. Il y a une fraude fiscale, il y a une fuite fiscale et parafiscale. C'est pour cela que nous sommes en train de mettre un certain nombre d'éléments, vous allez les voir ces jours-ci d'ailleurs, qui vont faire en sorte qu'il y ait un plus grand nombre de cotisants. On peut en avoir un avant-goût? Oui, il va falloir déjà renforcer l'aspect de cotisation par de nouveaux mécanismes que nous sommes en train de mettre en place, par la lutte contre la fraude dans les dépenses, parce qu'on voit effectivement que beaucoup de gens utilisent à tort la carte Chifa, donc nous sommes en train de cadrer réellement ces dépenses-là. Quand vous avez 87% des dépenses qui touchent le médicament, pour peu qu'il y ait un peu de fraude sur le médicament, ça fait beaucoup d'argent. Donc là aussi, nous sommes en train de mettre en place on les a déjà mis en place, il y a de nouveaux outils. Nous sommes en train de numériser, on en parlera après peut-être. Bon, il y a peut-être un aspect, mais toujours est-il, nous sommes en train de faire un cadrage très strict. Et pour cela, pour le médicament aussi, nous sommes en train de mettre, donc je parlais donc des nouveaux décrets, je parlais du comité de remboursement du médicament qui va être donc redynamisé par une autre approche. Nous allons mettre en place avec donc les autres départements ministériels une nouvelle vignette, donc une nouvelle vignette, un data matrix qui va en fait partir de l'intrant du médicament jusqu'au consommateur avec une traçabilité totale. C'est la traçabilité du médicament. C'est la traçabilité, donc on saura chaque malade qu'est-ce qu'il a eu comme médicament, de manière à ce qu'il n'y ait plus justement ces dérapages qu'il y a. Les unités gratuites qui sont données, gratuites pour le pharmacien, mais qui sont payées par la sécurité sociale, ce qui est une anomalie. Donc là aussi, on doit devoir cadrer tout ça. Il y a toute une série de réajustements. Donc il y a beaucoup de réajustements. Vous abordiez juste avant le dossier des conventions, notamment avec les cliniques privées. Alors, des chiffres aujourd'hui, où vous en êtes? Oui, alors pour les cliniques privées, il faut savoir déjà que la sécurité sociale a passé des conventions pour faire en sorte que le secteur public puisse prendre en charge effectivement les malades. Je rappelle qu'au début des années 90, les premières conventions qui ont été faites, ce sont les conventions d'hémodialyse. Aujourd'hui, nous sommes à 14 000 malades qui sont pris en charge par la sécurité sociale directement, nonobstant le forfait hospitalier qui est versé à la santé. Donc il y a sensiblement 50-50% des malades qui sont pris dans le secteur public et privé. C'est quoi le coût pour une hémodialyse, pour Alors que les écoutez, gens sachent pour le malade, il faut savoir que chaque dialysé fait en moyenne 3 séances par semaine. Il a une moyenne de 6 500 dinars par séance. À cela, il faut rajouter les médicaments qu'il prend et qui sont remboursés par la Sécu, plus le transport, puisque le transport, le malade est pris en charge, il est à la charge de la Sécu, il est pris en charge, donc le véhicule vient le chercher chez lui, l'amène à la séance, il le récupère en fin de séance, parce que le malade est très fatigué, et il le ramène chez lui. Tout ça, c'est la sécurité sociale qui le prend en charge, ce sont des coûts énormes, les gens ne se rendent pas compte, mais il est à la charge de la Sécu. Donc, ça a fait qu'il y a eu quand même une prise en charge conséquente de tous ces malades-là, et je sais qu'ils en ont besoin.
J'espère d'ailleurs qu'au sein de la santé, il y a un frémissement, mais il faudrait qu'ils aillent plus vite pour aller vers la greffe. Ceci, effectivement, pour la greffe qui constitue la solution idéale, mais hélas, la solution la moins applicable tout de suite, pour l'instant, vu l'état. Oui, de toute manière, nous continuerons dans l'attente à prendre en charge des malades. Ils sont 14 000. J'espère que le nombre de greffes va aller en augmentant. J'espère que les donneurs vont être présents, qu'ils vont donner de leur un rein, parce qu'un rein, la personne peut vivre avec un autre rein à l'aise. Mais là, c'est un autre débat. Mais il faut aussi aller vers autre chose, c'est le post-mortem. Il faudrait aussi qu'il y ait des donneurs sur cadavre. Il faut que les gens apprennent que quelqu'un qui décède peut donner la vie par la suite. Dossier ouvert il y a longtemps et qui a été remis dans un tiroir. Et il faudrait qu'il y ait une prise de conscience totale. Vous appelez à réétudier de manière un peu plus soutenue ce dossier-là. Inch'Allah, parce qu'on insiste sur ce point-là. Alors le deuxième aspect, parce qu'on ne pourrait pas s'arrêter à ça uniquement, il y a aussi la cardiovasculaire, puisqu'effectivement, il y a eu beaucoup de transferts pour soins à l'étranger à l'époque, pour des prises en charge qu'on pouvait faire en Algérie. Et là, la Sécurité sociale a passé des conventions avec les cliniques privées. Le nombre est en train d'augmenter, c'est évident, vu la transition épidémiologique. Mais au moins, ce sont des malades qui sont pris en charge en Algérie et pas à l'étranger, au sein des cliniques privées. Et nous sommes encore de développer, d'ailleurs, nous avons encore revu la convention pour qu'il y ait de nouvelles pathologies. Et là, nous avons donc une commission mixte avec la santé, où effectivement, nous faisons évoluer les choses allègrement. Enfin, le troisième, voilà. Et puis le troisième, je ne peux pas ne pas en parler puisque c'est récent. Ça a été une demande d'ailleurs de M. le Président de la République. C'est la convention avec les cliniques privées de maternité. Alors pour cela, nous avons lancé la convention au mois de mai et nous sommes déjà à près de 3000 femmes parturientes qui sont prises en charge au niveau des cliniques privées et c'est tant mieux quand on voit que le secteur public est totalement débordé notamment de la période estivale. Il y a quand même un autre volet dont on n'a pas parlé. Pourquoi les patients en soins pour des cancers dans des cliniques privées ne sont pas remboursés ou alors de manière, j'allais presque dire quasiment insignifiante? Alors là-dessus, d'ailleurs, j'ai vu votre émission dernièrement avec le professeur Bouzid. Je l'invite à venir. Ah ben justement, c'est bien parce que vous embrayez sur mon autre question. Je vais vous la faire en direct. Oui. Ici même, à votre place, donc dimanche dernier, nous recevions le professeur Bouzid, oncologue et chef du service Pierre et Marie Curie d'Alger, et il se plaignait de ne pas avoir pu vous rencontrer. Si je me souviens bien de sa formule, c'était nos contacts sont au point mort. Vous comptez donc le rencontrer? Écoutez, je ne comprends pas. Je rencontre tout le monde. Expliquez-nous. Je reçois régulièrement tout le monde. Et il est évident que même si je suis débordé, mes services reçoivent toutes les associations, tous les syndicats, toutes les parties prenantes. Et il serait, d'ailleurs confraternellement, il sera le bienvenu déjà. Mais en dehors de ça, bien sûr qu'il est le bienvenu, on peut discuter de tout. Nous sommes dans une phase en construction de l'Algérie nouvelle. Et nous sommes dans une ouverture totale d'écoute, de discussion, pour tous les aspects. Nous devons aller vers beaucoup de réformes, vers une autre vision, vers une Algérie nouvelle. Et à ce titre, je ne vois vraiment pas pourquoi je ne le recevrai pas. D'accord, donc le message est passé. Il est le bienvenu. Il est le bienvenu chez vous. Il a son franc-parler, j'ai mon franc-parler. Et ben ça va faire une rencontre à laquelle un journaliste comme moi aimerait bien assister. Bon, même si le sujet est passionnant, nous n'allons pas faire toute l'émission sur la Sécu. Je rappelle que vous êtes ministre du Travail et de l'Emploi. Et à ce titre, quels sont les conséquences sur l'emploi de la pandémie Covid-19. Vous l'avez un peu abordé tout à l'heure. On sait que l'économie n'était déjà pas très reluisante. Je suppose que cela s'est un peu accentué avec ces mois de confinement paralysants. Je rappelle que mercredi dernier, le président de la République, par visioconférence, s'est adressé à l'Organisation internationale du travail à Genève et il a lourdement insisté justement sur les conséquences terribles de la pandémie Covid-19 sur le monde du travail. Oui, alors ici, vous savez, nous avons accompagné dans le cadre du dialogue social. Je rappelle qu'en termes de dialogue social, la première rencontre qui s'est faite dès mon arrivée, ça a été avec tous les syndicats. J'ai fait une invitation à tous les syndicats, que ce soit les syndicats patronat ou employeurs ou travailleurs. Et c'est la première fois que nous avons invité tous les syndicats sans exclusif. Donc nous sommes dans une démarche inclusive. Et j'ai eu le plaisir d'ailleurs de recevoir pratiquement tous les syndicats. Tous ont répondu présent. Et donc nous avons ouvert les débats. Bon, malheureusement, juste après, il y a eu la pandémie, donc les rencontres n'ont pas pu se faire. Mais nous avons fait d'autres rencontres
quand il s'est agi justement de l'accompagnement et de la prise en charge donc, de la pandémie. Et là, je tiens sincèrement et de manière très, très claire à saluer aussi bien les travailleurs que les employeurs. Vous savez, c'est bien la première fois qu'il est vrai qu'il y a eu un accompagnement par notre secteur et par les inspecteurs du travail, mais c'est la première fois où les travailleurs n'ont pas été uniquement dans la revendication, puisqu'ils ont compris qu'ils devaient avant tout sauver l'outil de travail. Et à ce titre, il y a eu des arrangements. Les employeurs n'ont pas vu que l'intérêt de l'entreprise. Des conventions qui ne disent pas leur nom, des conventions tacites. Des accords tacites, ouais. Mais des accords cadrés aussi, réglementairement, parce que tout est prévu dans la réglementation. Et à ce titre, il y a eu des arrangements. Pour certaines entreprises, l'employeur a versé la moitié du salaire, il a versé le salaire de base. Pour certains, ils ont pris donc des congés, les reliquats de congé, ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas demander à quelqu'un de garder des reliquats de congé, de le mettre en congé, ensuite à la reprise, il demande des reliquats. Et d'ailleurs, réglementairement, tout le monde se doit de prendre son congé avant le mois de juin. Et je rappelle que le congé est une obligation légale. C'est-à-dire que la personne ne peut pas dire « non, moi je ne prends pas de congé » ou que l'employeur, il peut le retenir de manière exceptionnelle, mais pour une période relativement courte. Il ne peut pas y avoir donc de reliquats sur plusieurs années. Donc il y a eu effectivement un accord, et ce qui a fait que les entreprises ont pu être sauvées ainsi, beaucoup, même si elles sont en difficulté, et les travailleurs ont pu plus ou moins percevoir leur salaire. Ça c'est de manière globale pour les entreprises, mais il y a quand même des cas particuliers d'entreprises, monsieur le ministre, qui ont un cachet presque, j'allais dire, spécifique. C'est de grosses boîtes qui sont dans la tourmente parce qu'elles sont la propriété d'hommes d'affaires, aujourd'hui en prison, parfois condamnés définitivement et dont des biens ont été confisqués. En gros, si ces entreprises, à la longue, mettent la clé sous le paillasson, que vont devenir les employés de ces entreprises? Vous êtes ministre, je le rappelle, du Travail et de l'Emploi, et vous risquez de vous retrouver, vous, dans votre bureau, avec une pile de dossiers et la colonne licenciement et chômage bien remplie. Alors pour ces entreprises, bien sûr, il y a déjà des administrateurs qui ont été mis en place, et je souhaite que ces entreprises, à travers les travailleurs, à travers d'autres mécanismes, puissent pouvoir redémarrer. Je le souhaite. Je sais que beaucoup d'entreprises sont en difficulté, mais il y a toujours ce sentiment de résilience. Les entreprises algériennes et l'Algérien a une résilience. Le Covid l'a montré, puisque nous avons ouvert plusieurs portes. Donc j'espère qu'ils auront assez de résilience pour pouvoir rebondir. Deuxième aspect, c'est qu'il y a toujours d'autres couvertures possibles à travers la CNAC. Je rappelle que la caisse de chômage a un rôle à jouer dans cette couverture. Il y a la création d'entreprises qui peuvent être faites par les employés eux-mêmes. Et là aussi, Monsieur le Président de la République a donc dans son programme a permis et est en train, donc nous sommes en train d'ailleurs de mettre en place ce système au sein du gouvernement pour qu'il y ait justement un congé création d'entreprise, donc un financement et qui puisse permettre la création d'entreprises. Accompagné de ça, la CNAC va revenir à son rôle originel de financer les entreprises, des cotisants qui sont en difficulté et qui peuvent donc créer des entreprises. Donc il doit y avoir, malgré la difficulté, qui est internationale, je le rappelle, malgré il y a une forme de régression économique au niveau international, mais je pense que nous avons une chance, justement, pour qu'il y ait une relance. Nous avons les moyens de le faire. Il faut une volonté et il faut surtout une honnêteté intellectuelle et que tout le monde s'y mette. Il y a un œil attentif donc sur ces entreprises-là aussi, même malgré la tourmente que vivent leurs patrons, leurs propriétaires ou leurs ex-propriétaires. Le président de la République, jeudi dernier, a présidé ce qu'on pourrait qualifier de comité de crise autour de la Covid-19. Il a réuni autour de lui le Conseil de sécurité, le comité scientifique, certains membres du comité scientifique et des Wali. Les chiffres s'emballent. Alors, je vous pose à vous la question avec la double casquette, celle du ministre et aussi celle du toubib, du médecin. Ces chiffres qui s'emballent, comment le médecin d'abord et ensuite l'assureur voit cet emballement? Écoutez, il s'emballe parce qu'il y a beaucoup d'indiscipline. On sait très bien que la première mesure, c'est un virus. Donc le virus, le premier traitement, c'est un traitement de prévention. Il y a des mesures barrières. Il est inadmissible que des gens continuent encore à déambuler, à s'enlacer, à aller dans des fêtes, à vivre dans une promiscuité inadmissible. Il faudrait quand même qu'ils pensent à eux-mêmes, qu'ils pensent à leur famille. Si maintenant certains tiennent encore un discours nihiliste de dire non, ça n'existe pas, eh bien au moins qu'ils pensent à son environnement. Grand bien lui fasse si lui n'y croit pas. Mais quand on voit quand même que des personnes sont touchées, et vous savez que quelqu'un, quand bien même il échapperait à cela, il laisse quand même des plumes, ne serait-ce que sur le poids, ne serait-ce que sur la pathologie en elle-même. Donc il faudrait qu'on soit un peu plus conscient
et qu'on pense à nos enfants, à notre environnement, à nos ascendants, à nos parents. Il est inadmissible que quelqu'un aille voir ses parents âgés qui ont des tares physiques et qu'ils partent sans protection. C'est quand même inadmissible. Oui, mais ça, c'est le côté médecin, mais celui qui est derrière la caisse, celui qui tient la caisse et qui voit, c'est aussi des charges terribles qui arrivent. Ce sont des charges supplémentaires. Nous y ferons, de toute manière, on sera là pour réagir à cela. Nous avons la résilience aussi voulue là-dessus et nous avons surtout nous mettrons les moyens qu'il faut. Je pense que le président de la République l'a dit. Vous savez, il a priorisé l'humain avant l'économique. Et c'est un discours très clair, à contrario d'un certain nombre de pays. Il a fait en sorte que la santé de la population algérienne passe en priorité. Maintenant, cette santé-là ne peut pas être préservée, combien même que tout le système de santé soit performant. Il ne peut pas aller à une prise en charge totale s'il n'y a pas une totale adhésion du citoyen dans le cadre de la prévention. Il a aussi priorisé la fin des privilèges et des passe-droits. Alors, on va terminer par une question qui fâche, ou pas d'ailleurs, qui peut ne pas fâcher. Est-ce que votre téléphone sonne avec à l'autre bout du fil cette voix, cette demande pressante, s'il te plaît, c'est un ami ou un parent, c'est pour lui signer la fameuse prise en charge à l'étranger. Les téléphones de certains de vos prédécesseurs sonnaient et vibraient souvent. Aujourd'hui, c'est du passé? Alors, je peux vous garantir que aucune prise en charge ne peut se faire si elle ne passe pas par la commission médicale, où il y a des experts. Ça n'a pas toujours été une barrière protectrice? C'est une barrière légale. En théorie? Même en pratique. Je n'ai pas eu à signer d'ailleurs de dérogation. J'espère ne pas en avoir à signer du tout, dans la mesure où toute personne qui peut avoir des soins, je suis très heureux d'ailleurs à travers les conventions que nous avons signées avec le secteur privé, ou par exemple la chirurgie cardiovasculaire, qui était la première raison des transferts pour soins à l'étranger, se fasse maintenant en Algérie. C'était le plus gros poste? C'était le plus gros poste de dépenses. Donc maintenant, ça se fait en Algérie. Nous sommes en train d'élargir d'autres pathologies. Je suis convaincu que lorsqu'une pathologie peut être prise en charge en Algérie, elle le sera. Maintenant, si vraiment cette pathologie ne peut pas être prise en charge en Algérie et que la Commission nationale médicale le décide, et bien à ce moment-là, les gens partiront. Et c'est pour cela d'ailleurs que si on voit la courbe des prises en charge à l'étranger, elle a beaucoup baissé et je peux vous garantir qu'elle continuera à baisser puisqu'il y a quand même une performance. Nous avons des compétences qui peuvent prendre en charge. Maintenant, il faut aussi que le circuit de la santé soit performant. C'est un engagement et nous aurons, j'espère, le plaisir de nous retrouver pour une évaluation dans quelques temps. Très certainement. Achor Youssef Chaouri, merci d'avoir été des nôtres pour ce 4e numéro de LSA Direct, l'émission d'actualité du Soir d'Algérie. Je rappelle que vous êtes ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Je vous remercie. Quant à vous, amis téléspectatrices et téléspectateurs, merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui sur ce nouveau numéro d'LSA Direct. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Notez bien le rendez-vous, dimanche à 10 h. En attendant, on ne le répétera jamais assez, la bataille contre la Covid-19 n'est pas gagnée. Elle est loin d'être gagnée en l'état actuel des choses. Alors, protégez-vous. Protégez les autres et ne lâchez rien, s'il vous plaît, sur les mesures barrières.